Alors, bonjour à tous, donc bienvenue pour ce retour d'expérience des évaluations externes des EHPAD du centre hospitalier de Boulogne. Un grand merci du coup aux équipes des établissements du temps accordé du coup cet après-midi, mais également du temps de préparation parce que voilà, le PowerPoint ne s'est pas fait tout seul également. Donc merci, un grand merci à toute l'équipe pour le retour d'expérience. Avant de commencer, on vous souhaite une belle année 2025, remplie de projets, plein de belles choses pour cette année. Quelques consignes avant de démarrer. Donc, coupez vos micros au maximum pour éviter les interférences, mais laissez vos caméras allumées, c'est plus sympa pour nous et même pour les équipes de parler à des visages et non des écrans noirs. Si vous souhaitez prendre la parole, il y a la petite main levée tout en haut. Ensuite, avec ma collègue Noël, on a commencé le chat, donc vous pouvez poser vos questions via le chat. On fera des pauses régulières, voilà, comme ça les équipes pourront répondre à vos questions. Et de toute façon, il y a des temps d'échange qui sont prévus. Le support vous sera envoyé par mail et le webinaire du coup est enregistré, du coup sera disponible en replay si vous souhaitez le visionner plus tard ou si voilà, vous devez partir un petit peu avant, vous sachez que le replay est toujours disponible ou si vous souhaitez le revisionner avec vos équipes, ça peut être aussi une solution. Alors du coup, je laisse la main aux équipes du, des EHPAD du centre hospitalier de Boulogne pour leur retour d'expérience. Eh bien, bonjour à tous, meilleurs vœux, on vous souhaite une bonne année 2025. On va vous présenter notre retour d'expérience. Mais tout d'abord, on souhaitait se présenter, peut-être pour que vous sachiez qui vous présente aujourd'hui ce retour d'expérience. Donc moi, tout d'abord, je suis Michèle Billion et je suis la directrice déléguée des EHPAD. Bonjour à tous, je suis Émilie Letao, ingénieure qualité au centre hospitalier Boulogne-sur-Mer, et j'ai la chance d'être aussi la référente du pôle d'hébergement qui contient les EHPAD. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Scouteten et je suis infirmière au sein de l'EHPAD L'Océane. Bonjour à tous, je suis Clémence Delabre et je suis aide-soignante au sein de l'EHPAD L'Océane également. Bonjour à tous, Fabienne Fortin, je suis en fonction 4 de santé sur l'Océane. Donc, on a présenté ce retour d'expérience en se demandant ce que nous aurions eu besoin pour préparer cette évaluation externe. C'est vraiment demander quels auraient été les outils nécessaires à notre préparation. Donc, on espère que le PowerPoint et ce qu'on va vous dire cet après-midi vous sera utile et intéressant. Mais tout d'abord, le sommaire, on va vous présenter et introduire notre propos en présentant nos structures, la frise chronologique de la visite, comment on a préparé la visite sur site, comment on a communiqué pour préparer la visite auprès des équipes et des résidents, les audits que nous avons faits pour nous entraîner, les résultats que nous avons eus, et enfin, on vous fera une petite conclusion. Alors, j'enchaîne sur la présentation de nos EHPAD. Alors, il faut savoir qu'on va vous faire un petit focus sur la résidence L'Océane, mais que nous avons dans notre pôle donc 3 sites et 5 EHPAD. Donc, tout d'abord, la résidence L'Océane qui a été évaluée du 23 au 24 janvier 2024, qui a 68 lits d'hébergement permanent et 2 lits d'hébergement temporaire. La résidence Jean-François Souquet, qui a été évaluée le 25 et 26 janvier 2024, qui elle dispose de 55 lits d'hébergement permanent et 60 lits d'USLD, qui étaient non concernés, mais qui a été évaluée dans le cadre de la certification des établissements du sanitaire en novembre 2024. Et c'est une des équipes, parce que nous avions 2 équipes d'évaluateurs, donc une équipe qui a évalué ces 2 résidences. Et enfin, les résidences du site du Flot, donc avec 3 EHPAD, la Corvette, la Caravelle et la Frégate. Donc une évaluation sur 3 jours, du 30 janvier au 1er février 2024. 179 lits d'hébergement permanent, donc 45 d'UVA et 14 places d'unité d'hébergement renforcée. Un PASA, donc un pôle d'activité de 14 places. Ok, ça marche. Je m'entends quand je parle.
et un accueil de jour de 6 places. Et là, c'était une équipe de 2 évaluateurs, mais différentes. Donc, en fait, nous avons eu 7 jours d'évaluation. L'organigramme, donc, c'est juste pour faire un petit focus, hein. On a un médecin coordonnateur qui a été présent sur les visites de l'Océane et du site du Flot. Et le médecin chef de service a été présent sur l'évaluation de la résidence Jean-François Souquet. Pour préparer, alors notre équipe administrative est assez petite, hein, puisque nous avons un responsable hôtelier qui s'occupe des travaux et des achats matériels. On a une adjointe RH qui s'occupe de toute la partie finance. Et puis après, c'est l'équipe d'encadrement qui a pris en charge la préparation de l'évaluation externe. Par chance, nous avons également un temps d'ingénieur de 20%. 20% de TP, c'est une journée par semaine. Mais je tenais à signaler quand même que nous avions rencontré des aléas, puisque après, nous avons eu l'arrivée de Madame Letao. Mais nous, au départ de la démarche, un ingénieur avait quitté notre structure. Cette démarche, nous l'avons préparée au long cours, puisque nous avons été évalués l'année dernière, en janvier 2024. Mais nous avons commencé la préparation dès juin 2022. Nous avions le livret de la HAS et nous avions à partir de cela établi des grilles d'auto-évaluation sur tableur Excel, ce qui nous a permis après de compléter SINAE au regard de cette auto-évaluation. Donc, dès juin 2022, nous nous sommes attachés à identifier où nous en étions sur nos critères impératifs notamment. Mais là, c'était sur le focus auprès de l'encadrement. Nous avons fait vraiment un état des lieux. Dès septembre 2022, nous avons assuré la complétude de SINAE avec les aléas que nous avons rencontrés parce que la HAS venait de le mettre en place et ce n'était pas tout à fait évident de compléter SINAE. Et au fil de l'eau, on a complété SINAE avec toutes les communications que nous pouvions faire, les auto-évaluations, les rencontres familles et tous les documents que nous avons pu mener. Il faut savoir que dès que nous menions une action, nous faisions une synthèse sous forme de document type facile à lire et à comprendre pour nos usagers, que ce soit les résidents et les familles. Et nous nous sommes aperçus que cet outil était aussi très intéressant pour les équipes parce qu'il permettait de synthétiser l'ensemble des critères. Février 2023, nous avons eu l'arrêté de programmation avec notre temps d'évaluation, donc qui s'annonçait donc sur le premier trimestre 2024. Et nous avons dès juin 2023 mis en concurrence les organismes d'évaluation, puisque c'est à nous de le faire, donc en préparant les cahiers des charges, et choisi l'organisme d'évaluation donc en novembre 2023, et l'organisme qui a été retenu, c'était CELAE, avec la transmission des dates de la visite dès fin novembre. Et on avait du coup 2 mois pour finaliser cette préparation, c'était dès fin janvier 2024. Notre credo tout au long de la démarche, ça a été que notre auto-évaluation et notre démarche d'évaluation externe soient intégrées à toutes nos actions et transmises au fil de l'eau, que ce soit aux membres du CVS, à nos partenaires extérieurs comme les bénévoles, mais aussi aux membres de l'équipe. Que grâce à nos audits, aux rencontres, on puisse rendre le résident acteur de la démarche d'évaluation et qu'on puisse transmettre beaucoup, mais garder quelques éléments aussi pour
pouvoir surprendre positivement les experts visiteurs et on vous expliquera comment on a fait. Donc, on a vraiment transmis énormément de choses sur Sinaï, mais on en a gardé sous le coude pour éviter d'avoir tout donné et plus rien à dire lors des évaluations. Et on a scrupuleusement utilisé le manuel en vérifiant que tous les chapitres, parce qu'il y a les critères impératifs, mais il n'y a pas que les critères impératifs à évaluer, donc que tous les critères du manuel soient bien vérifiés, évalués et qu'on ait des actions sur ces critères. Donc, effectivement, fort de l'auto-évaluation, basée donc sur nos chapitres, nos critères, on sait où sont les impératifs, on sait également la grille de cotation qui sera utilisée, de 1 à 4, on croise tous les doigts pour optimiser, obtenir une étoile. Donc, à partir de là, on va pouvoir monter nos groupes de travail. Et groupes de travail, alors je tiens aussi à le saluer, on a la chance d'avoir des équipes qui sont très, très impliqués au quotidien, donc qui ont contribué à chaque groupe de travail que vous allez voir. On a des encadrements qui sont aussi très dynamiques et une directrice fort impliquée. Donc, nous voilà tous autour de cette fameuse auto-évaluation et à pointer les différents travaux à mener. Le premier point, le point le plus, entre guillemets, celui qu'on vous conseille de bien travailler, c'est le projet personnalisé de soins. Alors, projet personnalisé de soins, autant sur la composition de ce projet qui est très important et pour le coup, vous pouvez vous appuyer bien sûr sur le manuel et à partir de là, voir, on a besoin de connaître les habitudes de notre résident, on a besoin de savoir son observance au niveau des médicaments sans pour autant travailler le traitement avec notre résident, on a besoin de faire un petit point avec lui sur les animations, etc. Donc, il y a aussi des réflexions, par exemple, sur la fin de vie qui peuvent être discutées avec le résident. Donc, gros travail sur le contenu du projet de soins et après aussi sur la régularité du projet de soins avec un calendrier, un planning pour être sûr que tous nos résidents bénéficient d'un renouvellement ou en tout cas d'une mise à jour du projet personnalisé que nous on appelle PP, avec bien sûr l'implication du résident lui-même et de sa famille, à savoir qu'au niveau des résidences, on a toujours un professionnel qui est référent d'un résident. Donc, comme je vous le disais, on a le contenu, la cyclicité et on va au-delà de la cyclicité parce que quand il y a un besoin, une nouveauté, un changement dans l'état de santé de notre résident ou dans ses besoins, il y a une mise à jour du PP qui est programmée. Le PAX, bien évidemment, qui a alimenté donc, notre programme d'action qualité sécurité des soins qui va être alimenté grâce à notre auto-évaluation et les différents groupes de travail cités. Les projets de service qui sont aussi racines, notamment pour les grands projets autour de l'animation, etc., qui sont travaillés en parallèle. Et puis, l'appui aussi sur un outil qui est très important, qui est l'outil d'AMRI. On vous conseille largement, puisque cet outil va vous permettre de vraiment revoir en profondeur tout ce qui va être attelé autour de la gestion du risque infectieux, le bio-nettoyage, etc. Et en plus, cet outil vous oriente et vous offre aussi une forme de PAX que vous allez pouvoir aussi récupérer dans votre PAX, votre PAX institutionnel. Les protocoles, alors aussi bien la mise à jour des protocoles actuels que la création de documents qui pourraient être manquants au regard de l'auto-évaluation. Un autre outil également qu'on a utilisé, et là on est déjà dans la mise à jour de cet outil, c'est l'outil ANAP autour du circuit du médicament. Donc, pareillement, un groupe de travail composé des différentes parties prenantes, on réalise cette auto-évaluation qui nous permet de voir si on a encore des petits points de carence, des choses à travailler, ou qui nous permet de conforter des éléments sur lesquels on est déjà bon. Des documents à destination des usagers, comme je l'expliquais Madame Billon, alors c'est vrai que le terme facile à lire, le FALC, normalement il est estampillé avec une prononciation particulière, mais n'empêche qu'on s'est attelé, vous êtes attelés, les équipes, à trouver des images, etc., à réduire les textes, à faire que ce soit compréhensible et intelligible pour tous. Et ça, en tout cas, ça a bien fonctionné parce que
au moment où les résidents discutaient, par exemple, un résident qui a la capacité de dire « j'ai eu mon PP avec le vocabulaire interne, expliquer ses points à CVS, qu'est-ce qu'on y fait, etc. » C'est grâce au FALC aussi qu'on a pu obtenir ce degré de compréhension auprès des résidents. Et à côté, bien sûr, des audits de traçabilité de la douleur, suivis par exemple par nos encadrements, traçabilité des plans de soins, etc. Et des exercices en grandeur nature. On fera un petit zoom après sur les exercices en grandeur nature que nous avons menés. Donc, les exercices. Des exercices, déjà, vous savez qu'au niveau des chapitres, on sait déjà les méthodes qui vont être employées pour évaluer les critères. Nous avions récupéré sur le net, avec les mots-clés, etc., Google, récupéré les grilles qui sont utilisées dans alors nous, dans certification, donc évaluation externe. Et la première chose qu'on a faite, c'est déjà faire des rencontres avec les résidents. Ça vous permet déjà de pointer les résidents qui seront le plus à l'aise, mais aussi de voir ceux qui, à la base, il y a un peu aussi un aspect de fatigabilité de certains résidents. Donc aussi pour le bien de nos résidents, pouvoir jauger celui qui sera en capacité d'avoir une longue interview de ce type. Et bien sûr, on complétait pour respecter la méthodologie la partie accompagné traceur pour exercer nos professionnels à valoriser au maximum leur traçabilité. Effectivement, comme dans toute évaluation, tout audit, nos professionnels, ils savent ce qu'ils font. Là où parfois ils sont un petit peu moins bons, c'est mettre en valeur ce qu'ils font. Et du coup, les mettre en situation réelle, déjà, premièrement, ça leur permet aussi de dédramatiser ce qui va leur arriver. Et puis, ça permet aussi de pointer les éléments qui sont à valoriser. Même chose pour des exercices type audit système avec la gouvernance sur la partie leadership, parce que ça permet de dire, tiens, moi, j'aurais bien mis en valeur cet élément-là. Du coup, on le prépare. On sait déjà que dans nos éléments de preuve, ils seront préparés. Ils seront préparés pour le jour J, voire parfois déjà déposés auprès de nos auditeurs. Et au type d'audit, pour les traceurs ciblés, etc., mais une rencontre des professionnels, mais si possible, et je vous conseille fortement en tant que qualiticienne, au maximum sur les postes. Du type, si vous posez des questions autour du médicament, ça permet aussi à vos professionnels de montrer, par exemple, dans votre gestion documentaire, les documents qui existent, de mettre en valeur, par exemple, le matériel pour les écrasables qui est utilisé au quotidien, etc. Donc, les exercer avec les grilles et le vocabulaire qui sera employé par les auditeurs, c'est un atout, en tout cas, pour mettre à l'aise nos professionnels et déjà prévoir les éléments de preuve à préparer et à mettre en valeur. Et on s'est aperçu aussi que plus on faisait des exercices et plus les professionnels étaient aguerris. Et en fait, la crainte et le stress liés à la visite des experts s'éloignaient parce que c'est vrai qu'il y avait cette préparation et cette envie de montrer qu'ils étaient en capacité de faire et qu'ils avaient des éléments de preuve. Donc, c'était vraiment les exercices. Alors, ça prend du temps, mais ce n'est pas du travail qui est gâché et qui va vous être reproché. Vous allez gagner en efficacité. C'est vrai que si je peux me permettre d'ajouter, c'est vrai qu'on le voit beaucoup avec mes collègues en accompagnement. Plus en fait vous allez sensibiliser les équipes, leur expliquer comment ça va se passer, comment les questions seront tournées, etc. En fait, mieux ce sera parce que comme vous le dites, les équipes ont du mal à se valoriser. Donc en fait, si le travail est fait en amont, disons que quand les évaluateurs arrivent le jour J, ils savent déjà, je sais comment répondre, je sais quelles questions on va me poser, etc. Donc c'est vrai que plus vous pouvez préparer en amont, mieux c'est, et plus vous pouvez sensibiliser les équipes, mieux c'est, parce que c'est vrai que des fois on arrive dans des établissements où en fait les équipes disent d'habitude on fait ça, et puis normalement on fait ça. Et en fait c'est ce qu'on leur dit, c'est tous les mots que les évaluateurs ne veulent pas entendre en fait. Et ça, c'est fait, du coup, c'est ce qu'on demande de faire bien en amont lors de la préparation. Pour revenir aussi une checklist avec les tips sur les mots à ne pas utiliser. Oui. On ne le fait pas d'habitude et ce serait dommage que ce jour-là, on dise
oh, bah, d'habitude, on ne fait pas ça. Hein. Bah, Et voilà, donc, il y c'est avait ça. vraiment de choses, en fait, de checklist à mots à placer. Les mots, en fait, mais je laisserai l'équipe en parler parce qu'elles ont très bien fait ça. Des mots à utiliser absolument, parler absolument du projet personnalisé, la bienveillance, la liberté, tous les critères impératifs. Et en fait, elles avaient des tas d'exemples. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire qu'on fait les choses bien. Et donc, elles avaient répertorié, mais je ne vais pas empiéter sur leur partie, toutes les choses à citer ou à ne pas dire. En fait. Et ces exercices-là, on les a fait sur l'équipe, mais on les a fait aussi auprès du résident. Parce qu'effectivement, vous allez poser d'emblée une question au résident. Est-ce que vous avez participé à votre projet personnalisé? Quand on faisait les audits, d'emblée, vous disiez non, projet personnalisé, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, on leur a appris à reformuler, à réidentifier ce qu'était le projet personnalisé, etc. Et d'emblée, même quand les experts après passaient dans les chambres, tous nos résidents étaient en capacité de dire oui, moi je participe à mon projet. Donc, et de la même façon sur les CVS, les familles. Ça sont très appréciés par les auditeurs. Que ce soit le CVS, avant le CVS, il y a le conseil des résidents et en fait, en phase de préparation, quand on demandait aux résidents est-ce que vous participez au conseil des résidents, je n'en avais pas du tout, pas un seul ne participait au conseil des résidents alors qu'ils étaient toujours une vingtaine. Et donc, on leur a expliqué, c'est la petite réunion qui a lieu en salle d'animation où, en fait, je suis avec l'animatrice. Effectivement, donc à force de parler, de communiquer, c'est effectivement, ils ont intégré ces mots sigles, ces mots qui ne se rappelaient pas en fait. Donc, toujours dans la lignée de ces exercices, il faut savoir qu'effectivement, comme vous le disiez, Madame Billon, notre directrice, le pôle d'hébergement, il a une spécificité, c'est qu'il y a un service qui est donc l'USLD qui, lui, est soumis au manuel sanitaire. Donc, les préparations ont été faites en parallèle sur des grandes thématiques, notamment comme le médicament. Donc, en fait, on a aussi profité de la maturité du manuel de certification sanitaire dans certains domaines. Et on a pu également mettre en valeur ce lien CHB et EHPAD CHB au fait que les EHPAD sollicitent le comité éthique de l'hôpital. Ils y contribuent, ils y siègent. Pareillement, on a des professionnels qui siègent au COPIL Bientraitance au niveau du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Des audits institutionnels et formations, bien sûr, ont profité également des différents audits institutionnels et des formations du CHB, et puis des utilisations aussi de méthodes, la méthode d'observation pure et dure que connaît le sanitaire, mais on l'a appliquée au moment où on faisait nos exercices en réel, au moment où on faisait les exercices au niveau des EHPAD. Et ce qui est intéressant à noter, c'est toute l'écoute et l'attention qu'apportait le centre hospitalier à la démarche d'évaluation des EHPAD. Parce que comme on était évalué en janvier, que l'établissement sanitaire était évalué en novembre, donc il y a beaucoup de protocoles qui ont été mis en place par nos EHPAD, qui ont été utilisés après comme ressources par l'établissement. Je pense notamment à la contention, à la personne de confiance, aux directives anticipées. Et donc, il y a eu vraiment une attention très, très marquée sur cette évaluation et qu'on appelait aussi certification EHPAD. Donc, des fois, on a notre oui, on a toujours dit certification pour aussi donner la même ampleur sur les deux dynamiques. Communiquer pour impliquer, c'est une très bonne recette. Alors, comment nous, on l'a proposé, cette recette? Il y avait des classeurs qualité dans les différents services. Donc, classeurs qualité stéréotypés, les protocoles. Alors, pas du tout pour remplacer la GEB, mais pour
rappeler les différents protocoles qui venaient de, entre guillemets, être revus par les groupes de travail, les fameux documents faciles à lire et à comprendre qui, au départ, on avait dit destination de nos usagers, nos résidents et leurs familles, et en fin de compte, bah, ça aide aussi parce que nos professionnels, tout relire, les explications sur le CVS, etc. Là, avoir un flyer qui explique les principaux points, c'est bien plus intéressant. Et puis, dans ce classeur, il y avait différentes autres informations qui apporter, des informations complémentaires pour aider nos professionnels. Beaucoup de réunions d'information. Alors, avec des réunions d'information qui laissaient aussi la place aux questions de nos professionnels. Alors, aussi pour montrer l'implication en présence de leur cadre, de la directrice à chaque fois, pour qu'on voit bien qu'on est tous dans la même team, on veut la réussite de notre établissement, des notes de service qui étaient mises à disposition, les comptes rendus des différentes réunions, etc., étaient mis à disposition. Et puis un petit quiz. Alors le petit quiz, c'était, voilà, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des systèmes de QR code. Comme ça, nos professionnels pouvaient faire un petit côté QR code. Et il y avait des petites questions du type, alors c'était basé par exemple sur des actions d'amélioration qu'on était en train de mener actuellement pour voir si nos professionnels en avaient la connaissance, ou aussi sur les grands points du type critères impératifs, eh bien, sur les médicaments, c'est quoi les grandes règles, les 5B, etc. Donc voilà, ça a permis aussi à nos professionnels d'avoir les informations en allant au fur et à mesure, parce que tout le monde ne peut pas participer à tous les groupes de travail, et parfois on est même subjugué en se disant mais mince, on a fait une grosse communication à tout le monde, et en fin de compte, 2-3 personnes ne sont pas au courant. C'est normal aussi qu'on a des grandes équipes, donc il faut prendre le temps de trouver les bons canaux de communication pour passer les informations, et puis surtout, pas les imbiber de vocabulaire qui ne leur servira pas, et bien mettre en valeur tout ce qui est déjà fait, parce qu'on n'aura de cesse de le répéter, nos professionnels travaillent très bien. Le problème, c'est que parfois, on n'arrive pas à décrire son quotidien, on n'arrive pas à décrire ce que l'on fait avec nos résidents, la manière dont on organise le quotidien. C'est tellement, pour nous, pour les professionnels, ça semble tellement logique qu'ils ont du mal à l'exprimer, et on rebondit sur plus il y a des exercices et plus c'est facile de pouvoir raconter son quotidien. J'ai vu passer, est-ce qu'il est possible d'avoir les documents FALC? On peut vous passer les documents FALC qu'on avait fait notamment sur les critères impératifs, si ça peut vous aider, sachant que forcément ils seront peut-être à adapter, puisque c'était par rapport à notre démarche à nous. Donc voilà, mais ça peut vous aider dans votre propre dans vos informations à diffuser. Ce sera des outils qu'on peut diffuser sans problème, puisque c'est nous qui les avons fait. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, un exemple un peu plus poussé sur la communication autour du circuit du médicament. Donc, on a eu la chance aussi d'avoir une infirmière référente médicaments qui était super active et qu'on salue. Donc, grâce à son travail, qui a été ressource tout au long de la démarche avec notre pharmacien référent qui aussi a énormément travaillé au contact de nos professionnels. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, l'autodiagnostic avec la NAP. Donc, on n'a pas publié l'ensemble de l'autodiagnostic, mais au moins les professionnels sont au courant des choses à travailler et engager. Rappel des règles et des bonnes pratiques sur l'ensemble du circuit et identification des protocoles à refaire et à revoir, avec bien sûr notre référente, IDE référent et pharmacien qui s'y attelait. Puis après, il y avait toujours un échange avec les collègues pour la mise en application, etc. La réalisation d'audits réguliers et d'exercices hors réel, on le citait tout à l'heure, mais bien sûr en complément des audits sur la tenue en elle-même, du stockage, etc., avec des petits quick audits qui venaient un peu jalonner l'ensemble de la phase de préparation, informer sur les axes d'amélioration à travailler assez régulièrement. Et là, notre IDE référente faisait très bien le travail d'aller revoir les professionnels et d'en discuter. L'achat de matériel aussi, donc du coup, tous ces éléments-là ont aussi prouvé à nos professionnels que l'idée de repérer ce qui ne va pas et de s'améliorer, c'était du concret, puisqu'on achète le matériel, on améliore nos pratiques, on gère la gestion de risque et encadrer chaque étape du circuit de par l'ensemble des éléments que je viens de vous citer. On a bien sûr comme ça réussi à
à pousser nos professionnels à passer vraiment à la déclaration sur les fiches d'événements indésirables autour du médicament, puis des retours d'expérience entre équipes, et un gros travail de formation réalisé par notre ITE référente et notre pharmacien référent, notamment sur la déclaration des événements indésirables, le rangement, les bonnes règles, les médicaments à risque, qu'on a pris le pli, comme on disait, par rapport aux sanitaires, la règle des 5B, les écrasables, c'est quoi les bonnes règles, c'est quoi les bonnes pratiques. Après, on voit avec les professionnels sur le terrain, c'est où le gap, qu'est-ce qui peut poser problème, et on lève les soucis en cherchant des solutions ensemble. Donc voilà, c'est vraiment le travail de communication, c'est le fait qu'on sait qu'il y a des soucis, on a tous conscience, on avance ensemble et petit à petit, on règle les problèmes et ainsi les professionnels voient vraiment concrètement sur le terrain des avancées. Et c'est ça qui permet, au moment où on est avec les experts visiteurs, enfin les auditeurs, du coup, quand on est avec les auditeurs, de pouvoir mettre en valeur aussi les éléments qui ont avancé sur le sujet. Ça a été aussi bien mis en avant par, dans les retours d'expérience. C'est effectivement parce que quand on vient faire la visite, on met on visualise un moment T de notre route d'éming, on en est de notre qualité à un moment T. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais voilà. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir eu la semaine avant, et on l'avait eu aussi, une fiche d'événement indésirable sur un médicament dont on n'a pas encore eu la finalisation des actions. Pour autant, on observe la réactivité de l'accompagnement qui est mis en œuvre au regard d'une action qui a été identifiée, définie, et on voit en fait que les équipes sont proactives et tous les liens qui sont faits avec les partenaires. Là, c'était la pharmacie, mais ça peut être aussi le service qualité, ça peut être le transporteur si c'était le transporteur, ça peut être les équipes de nuit. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien mettre en avant. On peut avoir des choses qui ne sont pas encore réglées, même la veille, mais il faut démontrer qu'on est dans la dynamique de l'amélioration de notre qualité, notre sécurité de prise en charge. Donc, les petits conseils qu'on donne, c'est vraiment de prendre le temps pour réfléchir et mettre en œuvre les actions. Nous, notre grande priorité d'emblée, dès 2022, ça a été de revoir notre projet personnalisé et notre projet de soins. C'est vraiment qu'il soit structuré, connu de tous, connu du résident, connu de sa famille, le rendre acteur. On sortait de la crise Covid. Et c'est vrai que des PP, il y en avait peu ou pas. Donc, c'était important de réfléchir à comment redynamiser ce projet personnalisé qui est vraiment central au niveau de l'évaluation externe. Ne créez pas d'outils s'il en existe déjà. Donc, on est quand même sur la 2e année d'évaluation externe. Donc, il y a certainement des établissements qui ont créé des outils d'évaluation. Il y a beaucoup de grilles qui existent. Donc, nous, on s'est appuyé vraiment sur tous les outils existants. Ça nous a fait gagner un temps fou. Faire participer les personnels. Alors, plus on prend en amont le temps pour la démarche, si on l'aurait pris 2 mois avant, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu mettre en place toutes ces grilles d'évaluation, ces audits. Sur 3 EHPAD, c'était impossible. Mais on a pu le faire sans générer pour autant une dégradation de la QVT parce que on s'y est pris très tôt. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que les professionnels, il y a eu une dynamique et une redécouverte parfois du travail de l'autre. Quand on faisait un groupe de travail entre le soignant et la blanchisserie, par exemple, on se rendait compte de la difficulté que pouvaient avoir les uns et les autres, et on ne s'arrêtait plus simplement à la réalisation d'un CREX lié à une FEI.
On a mis en place les systèmes des référents et ça a été vraiment un vrai rôle d'autonomie de ces professionnels et on s'est vraiment appuyé sur leur expertise. On a de la richesse chez nos professionnels, on va en parler après, mais c'est vraiment eux qui ont, c'est leurs évaluations, c'est eux qui travaillent bien auprès des résidents. Donc, c'est à eux de démontrer qu'ils ont l'expertise et de la faire valider. On a remis à jour des protocoles. Alors ça a été le travail fastidieux où on les a fait s'ils n'existaient pas en s'appuyant sur le manuel. Mais pareil, on a benchmarké, donc il ne faut pas hésiter parce qu'il y a des établissements, si vous n'en avez pas, qui l'ont déjà réalisé. Donc, passez des coups de fil. On a communiqué le plus largement possible donc sur les proches, les résidents, les bénévoles. Tout le monde savait où on en était parce que le CVS, par exemple, on faisait des points sur notre démarche et on faisait des points aussi, on a un Facebook, on faisait des points sur où on en est. On s'exerce en utilisant le manuel adapté. Donc, on ne parle pas aux résidents de la même façon qu'on va s'adresser aux professionnels. Et aux professionnels, on ne va pas s'adresser à l'infirmière, on va s'adresser à l'agent qui fait le ménage, le bio-nettoyage. Et on a présenté tous nos travaux et l'avancée, je l'ai dit. C'est à vous, je crois. On va juste en introduction. Après, je laisse bien évidemment la parole à Caroline et à Clémence. Juste un petit point pour reprendre et appuyer ce que vient de présenter Madame Billon et Madame Letao. Effectivement, on avait l'échéance en fait vraiment connue de longue date avec la présentation des différents documents pour venir en aide. Alors, la mise en route a été longue dans le sens où le ressenti des équipes, mais après, je laisse la parole, et bon, on a le temps, on a encore beaucoup de temps. Mais ceci dit, après, le délai s'écoule très, très vite. Donc, très vite, on s'est ressaisi et il est important pour moi que d'avoir en fait 2 référents, une référente infirmière et une référente aide-soignante. Donc, j'ai vite fait appeler à des volontaires, mais dans nos équipes, on a différents profils, même si alors moi, je suis plutôt très fière de mon équipe avec de bons éléments, mais il fallait trouver en fait des personnes qui puissent être à l'aise avec les évaluateurs à l'oral, en dire suffisamment, mais pas trop, dire en fait dans la préparation. Et je suis aussi dans la préparation parce qu'il fallait sélectionner ces personnes et donc j'ai fait appel à des volontaires avec un peu de persuasion, mais je suis bien contente qu'elles adhèrent à ce projet. Et donc, je leur laisse la parole, en fait, parce qu'effectivement, toute la phase de préparation, si elles n'avaient pas suivi, en fait, ça n'aurait pas pu aboutir puisque c'était aussi leur évaluation. À vous, mesdames. Alors moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Madame Fortin, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne et que ça se passe correctement, il faut aussi adhérer. Et Mme Fortin le sait, elle a aussi un rôle fédérateur en fait pour ça et participer à cette certification en fait. Elle a pu, comme elle l'a dit, nous vendre le projet pour qu'on adhère à ça en fait et qu'on dit allez, on y va. Et on avait aussi, nous, l'enjeu à l'Océane, c'était notre certification qui était propre à la structure. On ne sait pas comme mes collègues où c'était un mélange de 3 structures. Nous, on était seuls. Donc, on avait aussi cet enjeu de prouver et de montrer et de valoriser notre travail quotidien, en fait. C'est aussi ça qui nous tenait particulièrement à cœur. Après, c'est vrai que c'est quand même, moi, ça fait 13 ans que je suis diplômée et c'était ma première certification, donc c'était aussi l'inconnu. Tout en étant préparée, finalement, on ne sait pas trop quand même ce qui nous attend. Donc, ça a été un premier jour pour moi quand même, un début un peu stressant. Après, au fur et à mesure du temps passé, on se détend et on comprend en fait ce qu'on attend de nous, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit montrer. Voilà, ça se fait au fil vraiment de la journée où ça devient plus fluide. Voilà. Tu vas trop loin. C'est surtout, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la venue de Madame Letao. Non, mais c'est vrai, ouais. Le fait de venir comme ça à des moments
après les transmissions, on se réunissait et Madame Letao, elle nous posait beaucoup de questions. Elle nous a mises à l'aise, en fait, sur des choses qu'on pensait ne pas savoir. Finalement, avec d'autres mots, bah oui, on savait. Et à force de faire, on a pris une aisance et Bah, on a changé notre vocabulaire. ouais, aussi, voilà, en une fait, facilité à s'exprimer, chose qu'on se pensait pas capable. Ouais. Ouais, on a retravaillé nous aussi autour des FALC, effectivement, qui étaient à notre disposition, qui ont été un très bon outil. Ça nous a permis de nous approprier des notions qu'on maîtrise, mais sans plus finalement. Là, on s'est approprié des termes, on a découvert aussi des choses. Voilà. Et puis, nous, on les a retravaillés aussi de notre côté pour encore plus se les approprier, en fait, ces On documents-là. a refait des fiches. Voilà. C'est ça. Il y a quand même un gros travail, ouais, effectivement, en amont et c'est aussi un enjeu d'équipe. Hein, parce que certes, on avait été nommé référente, mais il y a tout le reste à côté qui, même si les personnes qui n'étaient pas référentes nous ont aidés et ont travaillé aussi avec nous pour la réussite du projet. Hein. Puisqu'effectivement, le fait d'avoir choisi une infirmière référente et une AS, elles ont travaillé en amont sur ces petites notions, donc tous ensemble. Et les personnes qui étaient en poste ce jour-là, donc il y a aussi un travail de préparatoire sur les plannings. Une personne qui n'est pas du tout à l'aise ou qui va être très bavarde, mais pas forcément, on va lui poser une question, mais si elle ne sait pas, elle va plutôt dire une réponse plutôt que de dire je ne sais pas. Tout de suite, il y a des personnes qui m'avaient dit moi, je ne souhaite pas travailler ce jour-là, idéalement. Donc, il y a eu un gros travail de planning, puisqu'on a eu la chance d'avoir les dates avant de travailler le planning du mois de janvier, pour avoir des personnes, effectivement, chacun était bien à sa place et pour pouvoir bien répondre en fait aux différentes données. Et effectivement, c'est une démarche en amont, en fait, en préparation, en fait, puisqu'on n'a pas toujours en fait l'impression de faire juste les choses correctement. Et à chaque fois, je leur disais, mais dites tout ce que vous faites au quotidien, tout ce que vous faites, toutes les délicates attentions, en fait, en lien avec les critères impératifs. Et en fait, en résumé, c'est de dire tout ce que l'on fait de bien à l'Océane. Et elles se sont aperçues, je pense que je peux le dire, hein, que finalement, il y avait des tas d'attentions par les différents projets avec les résidents. Donc, on parle le projet personnalisé, mais aussi des petites attentions, des projets au niveau du service, qui a plein de petites attentions qui étaient en lien avec tous ces critères. Et donc, elles avaient leurs mémos pour pouvoir les ressortir le jour J et alimenter tous les critères impératifs. Même la préparation des classeurs, du fait que nous ne soient pas informatisés, ça a été une très grosse préparation au niveau de tous les classeurs, des documents, pour être sûr d'avoir les preuves, en fait, peu importe le sujet évoqué, il fallait pouvoir la preuve derrière. Donc, il a fallu anticiper aussi tout ça, de se dire que peut-être tel document, ils vont en avoir besoin ou pas. Mais j'avais mon petit chariot, en fait, qui avait été salué par un des visiteurs. J'avais tout à proximité pour pouvoir sortir la preuve en temps voulu. Il y avait une question. Il y avait une question, je ne sais pas si on répond maintenant. Je l'ai vu passer. Oui, vous pouvez. La question, c'est comment avez-vous intégré les personnels de nuit? Oui. Les personnels de nuit, j'étais allée les voir plusieurs fois. On a un cahier de communication entre le jour et la nuit pour effectivement ils avaient à connaissance les FALC en fait et ils émargeaient lorsqu'ils lisaient. Alors après, au départ, en fait, c'est là quand je disais que c'était très long, j'avais pas beaucoup de signatures, mais très vite, je me suis dit, je préfère ne pas avoir de signatures que les personnes lisent plutôt que les personnes me fassent plaisir à émarger un document et ne pas en prendre connaissance. Donc régulièrement, on travaillait, je communiquais via ce cahier ou lors de visites en fait de l'équipe de nuit. Quelques jours avant, on était allé les voir également avec le pharmacien, toujours par rapport à cette problématique d'informatique, puisque nous ne sommes pas informatisés, traçabilité. Et il devait venir normalement et finalement, ça n'avait pas été possible. Et en fait, un agent de jour qui était également des nuits avait représenté les nuits. Mais ils étaient tout à fait impliqués pour la réunion si les évaluateurs étaient allés leur rendre visite la nuit. D'ailleurs, ils s'attendaient à ce qu'ils viennent les voir.
On a été interrogé sur l'ensemble de notre circuit du médicament. Donc, sur les aides à la prise également. Mais on avait une procédure qui avait été finalisée, hein, pour vous dire, cette fameuse procédure a été finalisée, c'était la dernière qu'on a faite la semaine juste avant la visite. Mais effectivement, on a été interviewé sur l'ensemble du circuit et sur cette question-là en particulier. Donc, nous sommes toujours en phase de préparation, mais on s'approche de la date fatidique et nous avons donc une réunion de cadrage en visio organisée par l'organisme CELAE avec les deux coordonnateurs de visite, puisque comme on vous l'a expliqué, il y avait donc 2 équipes d'auditeurs pour l'ensemble de nos EHPAD. Donc, cette réunion, elle consiste en quoi? Valider le dimensionnement, bien sûr, hein, le nombre de résidents rencontrés. Vous allez avoir des auditeurs qui vont dire « Ah, moi, j'aimerais bien quand même un patient, résident de tel type, etc. » Les profils des professionnels pour participer aux différentes rencontres. Donc là, nos auditeurs vont vous dire pour ensuite d'accompagner traceurs, juste quelqu'un de l'équipe infirmière plus animatrice, moi ça m'irait. Donc voilà, donc on peut composer aussi comme ça nos rencontres avec cette discussion au niveau de cette réunion de cadrage au niveau de la visio. Rappel des différents temps, bien sûr, on va revoir ensemble les différents temps, donc c'est-à-dire le calendrier en lui-même. Alors parfois, si vous avez des sites ou des sites qui sont un peu délocalisés, peut-être qu'il faut aussi autant de déplacement. Et puis, s'accorder sur les besoins des auditeurs. Alors, certes, tout ce qui est parti, on va dire, papeterie, connexion Internet, l'accès à la jette de l'établissement, broyeur de papier, etc. Bon, ça, vous allez y penser d'emblée, mais les questions aussi sont à poser autour de la manière dont ils veulent avoir accès aux éléments de preuve et surtout le classement. Donc là, discussion avec les auditeurs pour aussi faciliter leur travail parce que le rythme est assez effréné. Donc, du coup, un auditeur qui reste sur sa faim et qui n'a pas eu tout de suite la réponse, il va se le mettre sur son petit papier. S'il oublie, il va peut-être avoir tendance à plutôt vous mettre une cotation plus basse et vous n'avez pas eu le temps, vous, de vous retourner et de montrer au maximum ce que vous faites de mieux. Donc, plus vous allez réfléchir, ou en tout cas proposer aux auditeurs d'avoir un système de classement facile, accessible et une manière de présenter les éléments de preuve, plus la conversation, le dialogue audité-auditeur sera facilité. Nous, c'est pour vous donner un exemple, c'est nous qui avons proposé notre système de classement et ça a été validé par les auditeurs. Donc après, ça aurait pu être refusé, on aurait dû s'adapter. Mais on avait jusqu'alors classé, on aurait eu un gros travail pour modifier, mais on avait 15 jours pour le faire. C'est aussi sur cette période-là où on va transmettre le calendrier et du coup inviter les personnes experts, ça peut être le pharmacien, ça peut être l'hygiéniste, etc., qui vont participer aux réunions hein, et qui sont intéressants. On avait aussi invité l'équipe de prévention inter-EHPAD, l'infirmière en santé bucco-dentaire, etc. Donc, c'est à y penser dès cette rencontre. Préparez aussi, vous, vos questions en amont aux experts visiteurs, notamment si c'est à vous de réserver l'hôtel, s'ils ont besoin de manger sur place, etc. On avait gardé, moi j'étais en contact mail et téléphonique avec eux jusqu'à la visite. On a googlisé les auditeurs pour connaître un petit peu leur CV, savoir sur quel axe ils allaient plus nous attendre. Hein, si c'était des personnes qui allaient plus être axées médicaments ou contention, ou c'était plus autour de la prise en charge des personnes. Voilà, parce qu'en fonction de leur CV, ils vont plus vous chercher. Voilà. On a aussi préparé donc au fur et à mesure notre plan de classement avec tous les éléments de preuve.
Il faut savoir que, bon, il faut en donner, il faut en, voilà, mais nous, en fait, on les a noyés. Alors, il faut aussi choisir un petit peu les éléments de preuve à bon escient, parce que nous, bientôt, on disait une phrase, on a l'élément de preuve pour chaque phrase. Donc, voilà, bon, il faut aussi, à toute fin gardée, identifier ce qui peut être utile pour agrémenter votre propos. Parce que je pense qu'on les a, nous, un peu noyés. Ça nous a été reproché, notamment sur le site de Dufaux. Déposez d'emblée le plan de formation des 2 dernières années et votre plan de formation en prévisionnel. Si vous avez le temps, posez déjà des filtres par thématique, de telle sorte au moment où on pose la question sur la bientraitance, etc., que la personne qui est dans la pièce, ou en tout cas après la rencontre avec le leadership, être en capacité de démontrer le nombre de personnes qui ont été formées sur les thématiques, etc. Donc ça permet déjà d'être plus confortable et de ne pas aller courir chercher la formation en pleine période de certif. Et on a une question, est-ce que les auditeurs consultent les preuves avant les entretiens ou après? Il y a 2 écoles. Ils ont consulté les éléments de preuve, mais pas tous. Ils ont pas, en 15 jours, ça a été compliqué pour eux de tout consulter. Donc, le projet d'établissement, c'est sûr. Les projets personnalisés et certains protocoles, certains sur les critères impératifs, oui, mais ils n'ont pas tout consulté, c'est pas possible. C'est impossible pour eux. Donc, il faut vraiment réfléchir aux éléments de preuve qui vous semblent les plus pertinents pour valoriser votre établissement. Et puis en garder quelques-uns sous le coude, notamment pour l'équipe, et puis au niveau de la gouvernance, pour valoriser l'argumentation que vous êtes en train de faire. Parce que de toute façon, c'est pas possible en 15 jours. Et nous, je vous dis, alors pour le coup, il faudra qu'on réfléchisse différemment, parce que en fait, on avait 3 établissements, on l'a fait sur 7 jours, et comme c'est la même gouvernance, etc., on avait, en fait, on les a noyés d'éléments de preuve. Ils en avaient beaucoup trop à lire, c'est pas possible. Et il y avait 2 ans de préparation d'éléments de preuve, donc 2 ans de réunion, 2 ans, enfin, vous imaginez, c'était impossible pour eux. Donc, il y en avait trop. Il eût fallu qu'on trie, par exemple, et qu'on argumente et qu'on mette, par exemple, une réunion qui valorise bien l'axe qui était évalué à ce moment-là. Mais même pour nous, c'est un peu frustrant parce qu'on a travaillé derrière. Ouais. Et ensuite, on a une question, à qui et quand doit être transmise l'évaluation interne? Est-ce à la main de l'établissement sur Sinae comme pour le sanitaire avec Calista, ou quid de la transmission ARS expert de l'évaluation externe? Alors, l'évaluation, en fait, sur Sinae, quand on a choisi l'organisme, CELAE, on transmet, en fait, à un moment donné, quand au regard des dates, on doit cliquer qu'on a finalisé notre auto-évaluation. Et donc, après, c'est transmis à l'organisme qui a été choisi. Donc, voilà. Nous, on ne transmet rien, c'est sur Sinae. Et c'est les experts, enfin, Sinae, qui avaient les données et qui les avaient. En fait, on clique. Voilà. L'organisme a effectivement des vues sur, puisqu'il a été… en fait, la CHAES valide l'organisme, puisqu'on transmet des éléments, il est validé, et après, c'est l'organisme qui a accès aux données. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris l'organisation, puisque CELAE avait bien les données. Merci beaucoup.
Donc, au moment de la visite, Alors, sur la visite, là, pour la partie accompagné traceur, en amont, nous avions fourni une liste des résidents anonymisés en expliquant un peu les particularités, si c'est une personne qui est dépendante, etc., les gros types de traitement, la période d'hébergement au sein de la résidence, etc., pour pouvoir procéder au choix le jour J du choix du résident. Vous avez dit, hein, la plupart des résidents avaient du coup bénéficié d'exercices, etc. Nous avions bien vérifié que l'ensemble des documents étaient dans les dossiers bien tracés, etc. Donc, le choix du résident est effectué par les auditeurs à l'appui des éléments fournis. Alors, nous, on avait été jusqu'à mettre une copie du projet personnalisé, bien sûr anonymisé, pour donner un peu le ton et permettre un choix à nos auditeurs. Concernant les exercices avec les… juste pour le choix du résident, forcément, au regard des critères que vous indiquez, vous allez orienter le choix des évaluateurs, puisque si vous indiquez d'emblée que votre résident ne souhaite pas répondre aux audités, à l'audit, ben voilà, vous l'avez déjà d'emblée éliminé. Si vous avez un résident qui présente des troubles cognitifs ou des troubles du comportement, vous l'indiquez, mais il serait quand même, enfin, il est rare que ce soit ce résident-là qui va être choisi. Et puis après, on avait, alors à l'Océane par exemple, on avait des résidents pour lesquels on s'interrogeait parce qu'ils n'ont pas de troubles du comportement, ils peuvent répondre facilement à des experts visiteurs, mais ils peuvent répondre complètement hors de propos, en disant que l'Océane, on ferait, vous savez de qui je parle, hein, donc on fait tout mal, etc. Donc après, c'était se dire, est-ce qu'on fait de la stratégie? Est-ce qu'il vaut mieux l'entendre lors d'un audit et puis les experts vont se rendre compte que de toute façon elle est hors de propos, ou alors il vaut mieux la rencontrer au décours d'un couloir et là la personne va dire tout le mal qu'elle pense de la structure. Il se trouve que cette personne n'avait pas été choisie pour être auditée, mais faisant partie du CVS, elle a pu participer à une réunion et elle s'était effectivement exprimée, mais donc du coup l'évaluateur était allé la revoir le lendemain et il a bien compris que c'était complètement hors propos. Donc voilà. Après, c'est vraiment de la stratégie parce qu'en fonction de l'outil de présentation des résidents que vous remplissez, vous orientez le choix des auditeurs. Donc là, c'est vrai, c'est vraiment un outil qu'il faut bien prendre le temps de compléter. Pour la partie qui concerne les entretiens avec les équipes, donc nos professionnels, donc comme on le disait tout à l'heure en amont, bien évidemment, selon la thématique qui va être abordée, eh bien, essayer d'avoir le maximum d'acteurs qui vont être en capacité de mettre en valeur ce qui est fait. Donc, on citait par exemple tout à l'heure pour tout ce qui est coordination, etc. Nous, on avait demandé à ce que l'infirmière bucco-dentaire, donc qui est impliquée dans un projet transversal, soit présente, que les SPREV soient présents, que les infirmiers de liaison en psychiatrie soient présents également, puisque on a des résidents aussi qui ont besoin, en tout cas qui continuent d'avoir une prise en charge psy pendant leur hébergement. Donc, bien monter, bien programmer le groupe de professionnels pour répondre aux questions, c'est hyper important, puisque du coup, on met toutes les chances de notre côté de mettre en valeur ce qui est fait au sein de l'établissement. Et puis aussi, ça permet aussi de commencer à accoutumer nos professionnels, présenter les éléments de preuve au moment opportun. Tout à l'heure, on vous expliquait qu'effectivement, le cas, par exemple, d'un résident qui est suivi par l'équipe de liaison de psychiatrie, si ce n'est pas un résident qui a été choisi comme accompagné traceur, n'empêche qu'au moment où on va prouver qu'on continue qu'on s'intéresse à la santé, etc., et la santé mentale de nos résidents,
bien, les professionnels étaient venus avec des documents ou des explications, des preuves de cette liaison avec l'équipe spécifique, l'équipe experte en psy, avec bien sûr les traçabilités de ce patient, de ce résident, pour prouver que ce que l'on raconte est vrai. Donc voilà, la composition des personnes, des équipes entretenues, elle est importante pour mettre le plus possible de chances de notre côté, puisque la valorisation, elle est faite à un temps T, et peut-être, au cours de l'audit, vous n'aurez pas l'occasion de reparler de cette thématique. La gouvernance, nous, on l'a. Alors, on a vécu 3 fois le même audit, puisque c'était 3 établissements, donc 3 fois les mêmes questions. Donc là, on a parfois un effet de frustration de devoir être réinterrogé sur les mêmes critères. Mais voilà, être synthétique dans les éléments apportés, mais toujours en étant précis et être vraiment, comme pour les professionnels et pour les résidents, être toujours positif dans les actions qui ont été menées. Et ça, c'est vraiment un axe, parce que même nous, au niveau de la gouvernance, on a toujours tendance à parler de ce qu'on souhaite mettre en place, mais déjà, posons-nous sur ce que nous faisons de très bien. Et on fait beaucoup de choses de très bien. Et comme vous pouvez le voir, tout au long de la visite, on s'est briefé après chaque exo. C'est-à-dire que, après, on reprend un temps entre nous professionnels pour faire un retour en disant, mince, ils m'ont posé cette question-là, je suis pas certaine d'avoir fait la bonne démonstration, ou au contraire, dire, ça s'est très bien passé, ce qui permet aussi de rassurer les équipes après en disant, nous aussi, on doit les témoigner. Mais en tout cas, le fait d'avoir comme ça un feedback assez rapide en disant, on sort d'exercice, on a pu mettre en valeur les traçabilités sur la contention, ça permet de dire, mince, j'ai oublié de mettre en valeur qu'il y avait une procédure clé, qu'on l'a travaillé avec tel groupe de travail, etc. Bon, c'est pas grave. Si la thématique reviendrait sur la table, on sait que les collègues vont avoir tendance à remettre cet élément de preuve en valeur pour vraiment compléter les propos. Il y a un gros travail effectivement de communication, je rejoins tout à fait Madame Letao, mais parfois les 2 évaluateurs étaient séparés. Ils voyaient 2 groupes à part, ce qui fait que ce n'était pas toujours possible non plus que de donner le ressenti suite à une intervention. Donc en fait, il y avait des moments de pause, notamment le midi, où elles pouvaient échanger, mais il y a des moments où la discussion n'est absolument pas possible le jour J. Le jour J, à un moment donné, en fait, entre différents groupes. D'où l'importance d'avoir bien en tête, en fait, l'ensemble des dossiers et les petites fiches et les exemples pour justifier et couper l'air sous le pied, en fait. Voilà. Là, on est sur la visite. Moi, j'ai déjà débordé un petit peu tout à l'heure pour cette question, mais oui, beaucoup de stress, car comme je l'ai dit, malgré le présent diplôme, c'était la première certification que je vivais. Donc, on a beau avoir une grosse préparation en amont, finalement, c'est quand même un petit peu l'inconnu quand on y est. Il a fallu, je trouve, sur la première demi-heure, une prise de confiance, et puis après, finalement, c'était vite, parce que on savait. Après, ce qui ressort aussi pour moi, c'est quand même un petit peu de frustration, parce que par moment, il y a des sujets qui n'ont pas été creusés, alors que on a l'info, on veut dire, on veut et non, la personne passe à autre chose. Donc du coup, il y a un petit peu de frustration de ce côté-là, quoi. Après, c'est quand même assez des journées, c'est lourd, hein, ça demande, c'est chargé, c'est intense, donc ça demande beaucoup de concentration. Il faut être assidu sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur les autres aussi. Hein, et c'est quand même, c'est intense. Faut jauger, en fait. Faut pas en dire trop, faut pas non plus en dire pas assez. Faut toujours faire la balance, quoi, de ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Tout à fait. Et après, beaucoup de pression aussi. Parce que on se dit, faut qu'on réussisse, faut qu'on assure. C'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Lauriane était vraiment seule en fait sur. Voilà. Ouais.
numéro de finesse. De Voilà. finesse étant différent, on avait chacun notre évaluation. Et il y avait une très grande fierté de l'équipe en C'est disant ça. on C'était veut un- surtout l'avoir. C'était un enjeu propre aux membres de l'équipe de l'Océane. En fait, nous, on est tout seul, on y va, on voulait vraiment. Ouais, on avait vraiment été très, très bien briefés en amont et on voulait mettre à profit ça, en fait, que ça se ressente et valoriser finalement, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on a pris aussi conscience de tout ce qu'on faisait de bien. Nous, on est tellement ancrés dans notre quotidien qu'on ne se rend pas toujours compte de tout et de comment on fait les choses. Que là aussi, il y a une prise de conscience et en tant que soignant, bah, ça fait du bien en fait aussi. C'est valorisant en fait. Ouais. On a plutôt tendance, hein, après c'est un état d'esprit, hein, c'est pas spécifique à l'Océane ou au médico-social, à voir tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on pourrait faire de mieux si on avait plus de moyens, s'il y avait ceci, cela. Et en fait, finalement, quand on fait un état des lieux, on se dit, mais on est plutôt bien, en fait. Oui, il y a des choses qu'on peut encore améliorer, mais sur la gestion des dossiers, en fait, on a eu plutôt un bon, là, on est toujours pendant la visite, mais au bout du deuxième jour, le soir, on a eu des petites infos et ça fait du bien. ça fait du bien. Nous, on a pu assister aussi au débrief sur le dernier jour et ça, c'était, ça fait du bien aussi en tant qu'infirmière et d'aide-soignante d'être inclus voilà, effectivement à cette réunion-là et de s'entendre dire voilà, ça fait du bien et ça valorise ce qu'on fait. Et c'était pas rester, voilà, nous, comme c'est notre travail au final, d'avoir été vraiment inclus à cette réunion-là, c'était important. Important, ouais. Alors, nos Alors, il y a, résultats, il y a des petites questions, mais on y répondra à la fin si vous le voulez bien. Comme ça, on termine la présentation et comme c'est des questions qui ne sont pas vraiment en rapport avec non, ce que vous présentez actuellement, on y reviendra après. d'accord, on va aller assez vite. Donc, nos résultats hein, sont, je pense, vraiment à la hauteur de l'investissement qui a été fait. Hein. Vous voyez l'Océane, Jean-François Souquier et les résidences de Duflot. Il faut savoir qu'on a eu le pré-rapport très rapidement, parce qu'on l'a eu pratiquement 15 jours après. On a eu un mois pour mettre en place un rapport contradictoire, mettre nos observations. Et notre rapport final, nous l'avons reçu 2 jours après. Et globalement, ils ont tenu compte de nos observations. Donc, moi, il faut pas hésiter à mettre des observations. Bien entendu, les observations avec les éléments de preuve. Hein. Donc, comment ça se présente ben voilà. Hein. Oui, donc là, c'est un exemple de présentation du rapport final. Mais si vous voulez bien, on va passer cette slide pour la prochaine, puisque là, du coup, vous allez voir concrètement comment ça se présente. Donc, c'est tout simplement présenté par critères. Là, vous avez l'évaluation, donc le niveau de cotation qui est octroyé par nos auditeurs. Et forcément, le conglomérat des critères va être applicable sur l'ensemble du chapitre. Et vous voyez d'ailleurs au niveau du rapport final si vous avez obtenu l'optimisation. Donc, c'est les petites étoiles, les fameuses petites étoiles qui sont mises dans le système de cotation, qui sont présentées. Donc, vous avez vraiment chaque critère, vous allez avoir l'évaluation et d'ailleurs, vous allez voir au niveau du pré-rapport, etc., les commentaires que les auditeurs ont annotés pour l'organisme, etc., et pour la note finale. Et comme le disait Mme Billon, c'est là où vous pouvez soit compléter, soit un peu, alors pas moduler les propos, mais un peu remettre dans le contexte, parce que parfois, nous, on s'explique sur des choses du quotidien, et celui qui l'entend, il a un peu dénaturé les propos. Donc voilà. Donc rien de particulier, vous avez bien la note sur chaque critère et vous avez la possibilité dans la partie contradictoire de compléter pour que la réévaluation elle soit la plus juste possible. Et si vous le voulez bien, on va passer à la slide suivante, où là, ce qu'on vous a mis, on a eu vraiment une myriade d'étoiles au niveau de l'Océane, 21 critères qui ont été salués et dits optimisés. Donc, c'est quoi le distinguo pour être bon à vraiment optimiser très bien? On vous a mis 2 exemples concrets. Par exemple, sur le critère les professionnels se coordonnent entre eux, etc. Eh bien,
savoir que sur cette partie-là, avec les sous-évaluations, etc., de ce critère, ben, c'est le travail. Tous les travaux ont cité nos projets avec l'ARS, le partenariat sur la filière gériatrique de territoire, le travail aussi avec les urgences de l'hôpital sur le DLU, la télésanté qui était en cours, on a pu montrer les éléments, etc., le travail avec les SPREB. Donc, le fait que vraiment, donc, là, du coup, c'est plus que bien. Ils trouvent qu'on a largement dépassé les attendus, ou en tout cas, on a potentialisé ce critère. Et l'expression et participation de la personne accompagnée, donc on tenait aussi à vous faire un petit zoom là-dessus, puisque ben, toutes les EHPAD, nous avons nos animations, etc. Qu'est-ce qui est mis en valeur pour passer vers de l'optimisation? Ben, le fait que les calendriers des activités soient aux yeux et au su, que les résidents soient en capacité d'expliquer tout ce qui a été fait, la gazette, ou le fait que ce soit nos résidents qui y participent, c'est bien plus que passer de l'info, ils sont acteurs. Le conseil des résidents, vous citez qu'avant chaque CVS, il y a un conseil des résidents où les résidents discutent, etc. Et il y a un feedback qui est remonté au CVS. Le projet personnalisé de soins qui est expliqué par le résident lui-même. Donc là, ils ont été bluffés, ils connaissent le vocabulaire, ils savent quand ça se passe. Le support, ils l'ont même à disposition. Participation aux différentes commissions, les commissions menues, etc. Et ce qui avait beaucoup plu aussi, c'est que les résidents, ben, ils étaient déjà là au premier jour à l'accueil. Bonjour, montrez-nous vos salles, etc. Voilà. Donc, le résident, tout à fait résident, il montre le lieu de vie. Après, ils ont été impressionnés que les résidents étaient tellement impliqués que c'est eux qui ont fait la présentation de leur EHPAD. Et comme on le disait, un CVS ouvert à tous. Donc, c'est bien plus que les attendus du manuel. Ça prouve aussi que la dynamique et l'implication de nos personnes accompagnées et de leurs familles est réelle, concrète. Donc voilà, on voulait vous faire un petit zoom sur ces différents critères dits optimisés. Donc, depuis l'année dernière, on continue, hein, on est dans une démarche d'amélioration continue. On avait mis une cale l'année dernière et on continue de faire des points successifs, toujours avec l'aide du manuel, toujours sur Sinae, qu'on doit compléter pour préparer la prochaine visite. Et donc, en novembre, on a eu la chance sur l'EHPAD, sur la partie USLD, de participer à la certification du centre hospitalier. Et on a été notamment sur le J1 et le J3 audité sur plusieurs critères. Alors, ce qu'il faut retenir pour vous, les équipes, Allez-y. La préparation, ouais, ça c'est énorme. Ouais. L'importance aussi de choisir les bonnes personnes. Hein, je pense que ça c'est important parce que nous on a des collègues qui avaient bien exprimé le fait de ne pas vouloir être interrogé, pas vouloir être là, etc. Donc ça je pense aussi que c'est indispensable, et l'adhésion aussi au projet, quoi. Ça aussi, hein, c'est Il faut s'investir. Il y a un fédérateur, voilà, Mme Fortin a eu un rôle fédérateur, et aussi moi je l'ai vu un peu comme un coach en fait pendant cette période-là, où elle a eu aussi les mots pour nous rassurer et voilà, nous embarquer vraiment dans le projet. Mais c'est un gros travail aussi personnel, parce que moi je sais que j'ai travaillé quand même chez moi en fait pour préparer la visite, hein. J'ai relu mes feuilles, j'ai fait, comme on l'a dit, des fiches de fiches. Voilà, c'est un travail au travail, mais aussi personnel pour pouvoir répondre au mieux mais qui en vaut la peine après, parce que ça nous élève quand même. Ouais. Quand c'est fini, on est content de dire. Ouais, et ça pour les personnes qui ont hautement participé, en fait, vraiment impliquées. Mais après, les personnes qui ont travaillé, on avait par exemple une jeune infirmière qui était impressionnée parce qu'elle ne connaissait pas non plus, mais elle avait été bien briefée. Et elle était impressionnée, mais tout ça, elle avait dit je ne souhaite pas, je suis trop récente, je suis trop nouvelle. Et impliquée en fait à répondre exactement à la question et ne pas trop s'éparpiller. Et toute l'équipe, effectivement, fédérée, et je dirais même, il y a une certaine émulation, en fait, quelques temps avant, et une application.
Et pour conclure, je dirais qu'on a tous eu à l'Océane en fait des étoiles plein les yeux. Pour l'établissement, alors ça, 2 ans, c'est très court parce que voilà, c'était un gros travail de préparation et sur un temps aussi d'évaluation, parce que 2 jours d'évaluation sur l'Océane, 2 jours sur Jean-François, 3 jours sur Duflot, c'était relativement court et très dense, intense parce qu'il y avait aussi des temps d'observation, donc des journées bien chargées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nécessité d'argumenter 3 fois sur les mêmes critères. Donc, la crainte de certains participants de ne pas dire exactement la même chose et comment ça va être interprété. On a aussi constaté que notre évaluation dépendait des auditeurs, hein, puisqu'on a, par exemple, fourni plus d'éléments de preuve à Duflot, mais les résultats qui ont été fournis ont été globalement perçus comme moins bons. Donc, vous avez vu les résultats, hein, ils sont excellents, mais voilà, pour les équipes, les remarques ont été perçues comme moins bonnes. Par contre, ce que je retiens vraiment de très positif, et ça reste encore aujourd'hui comme cela, c'est qu'on a eu des relations entre les familles, les résidents et les équipes qui ont été renforcées par cette démarche. Donc, si on travaille tous ensemble, on se rend compte que c'est globalement très intéressant. Des relations renforcées, une confiance aussi renforcée. Donc, pour conclure, il ne faut pas hésiter aussi de rappeler aux experts la nécessité de bienveillance par rapport aux équipes, parce que vous disiez tout à l'heure que les équipes ne doivent pas dire comment on fait pas ça, on fait ça habituellement, on ferait comme ça. Mais on a eu aussi parfois la question de certains auditeurs qui nous disaient: bon, allez, on sait que là, aujourd'hui, on est en démarche d'évaluation. Vous ne feriez pas comme ça d'habitude. Donc, un peu pour mettre un petit peu l'équipe en porte-à-faux. Donc, ça aussi, ça a été de bien refixer les choses dès le départ pour éviter les quiproquos. On avait un auditeur qui utilisait un humour, mais qu'on n'a pas forcément compris. Voilà, on n'avait pas le même type d'humour. Donc, ne pas avoir 2 équipes d'évaluateurs. Je pense que si vous avez plusieurs sites avec un seul organisme validé, vous exigez d'avoir la même équipe. La même équipe, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et parce que nous, on a constaté quand même des différences d'évaluation. Une équipe, par exemple, cote 1 étoile pour un critère, alors qu'un autre groupe avec plus d'éléments de preuve va coter 3. Donc, voilà. Avec forcément, donc, du coup, un plan d'action. Voilà pour notre retour d'expérience. J'espère que, parce qu'on a été un peu long, je vois, mais j'espère que ça a été intéressant et on n'hésitera pas à partager des outils, notamment les documents FALC, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Non, c'était très complet. On voit vraiment le gros niveau de préparation qui a été fait en amont et on voit vraiment le travail aussi en équipe qui a été fait avec, voilà, vous avez quand même réussi à interpeller vos professionnels, à les sensibiliser. Enfin, il y a un gros travail qui a été fait. Alors, il y a quelques questions. Je reviens juste sur la question sur l'aide à la prise des médicaments. Il y avait une personne qui demandait comment ça se passe avec les médecins traitants. Alors, nous, je ne sais pas, mais on en a vraiment très peu de médecins. On n'a pas travaillé avec eux sur l'aide à la prise, on a travaillé avec eux sur l'enregistrement de leur prescription sur notre logiciel sillage, parce qu'on avait encore des prescriptions papier et qui étaient faxées à la pharmacie, ce qui n'était pas du tout conforme. Donc, on a travaillé avec le pharmacien qui a pris référent, qui a pris son bâton de pèlerin pour engager et encourager ces médecins
Voilà, et quand ça ne pouvait pas être fait parce qu'on avait une opposition franche et massive, nous avions notre médecin coordonnateur qui a pallié, pour que on n'ait pas de, on passe le critère en poursuivant l'action à travailler par la suite. Mais voilà, on pouvait démontrer en fait toutes les actions qui étaient menées, les rencontres qui avaient été identifiées avec les médecins traitants, le nombre de fois où le médecin pharmacien avait contacté les médecins, les avait rencontrés, les codes qu'on avait fournis, voilà. D'accord. Et ensuite, il y a une question, à quel moment de votre organisation avez-vous complété SINAE? Pratiquement au fil de l'eau, au fur et à Au fil de mesure. l'eau? Ouais, au fur et à mesure, parce que si vous avez déjà jeté un coup d'œil à SINAE, le remplir à la fin, vous ne pouvez pas, hein. C'est C'est long, fastidieux. c'est fastidieux. Je trouve qu'il manque un petit peu d'ergonomie. Et ce qu'on ne peut pas intégrer, et ça j'avais fait remonter à la HAS, c'est des pièces jointes avec les éléments de preuve, parce que ça nous ferait gagner du temps. Donc voilà, mais renseignez-le au fil de l'eau, parce que voilà. Après, nous, on a fait 4 rencontres en 2022, entre 2022, juin 2022 et 2023. Et maintenant, on planifie, enfin je planifie 2 rencontres par an avec les cadres. On devait en avoir une hier qui a été reportée. Et ensuite, comment avez-vous eu connaissance du dimensionnement de la visite, le nombre de grilles recommandées par type et par thématique? Au moment de la visio, où les auditeurs se positionnent et disent 5 ou 6, voilà, et puis du coup on discute. Ça vous permet aussi de rentrer un peu plus dans le détail sur les profils de résidents que vous accueillez, et à partir de là, il y a une décision sur le nombre définitif de patients, de résidents accompagnés, d'accompagnés traceurs qui sera réalisé. À ce moment-là, on fournit déjà un document synthétique de présentation de nos structures. D'accord. Oui, Et 15 jours avant. Oui, c'est Ouais. ça, 15 jours avant. Ouais, donc en fait, la préparation, vous avez fait. En fait, on l'envisage déjà entre nous, un petit peu Ouais. entre nous. Ouais. Plus large, en se Ouais. disant on va exercer X résidents, ou en tout cas on va aller voir X résidents pour faire les exercices. Et on parlait tout à l'heure, justement, ça permet ensuite de se dire, ah bah tiens, ce résident-là, trop fatigué, etc. C'est pas bien, même pour le résident lui-même, au bout de 15 minutes, il est fatigué, il est essoufflé, alors qu'habituellement, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une grosse conversation. Donc voilà, on a vu large sur le nombre pour ensuite avoir le véritable chiffre retenu par les auditeurs 15 jours avant. Mais vous voyez, on avait la date, mais déjà les équipes, on savait à peu près les résidents. Les équipes avaient présélectionné déjà les professionnels, donc même sans savoir quel jour ça allait se faire, on savait qui participerait à la visite, qui ne participerait pas, parce que voilà, les suppléants éventuellement. Nous, on avait identifié si jamais il y avait des risques liés à la grippe, ou voilà, ce qu'on pouvait mettre aussi comme renfort, mais les structures passaient pratiquement tout au même moment, parce qu'on a quand même négocié avec les auditeurs de ne pas faire les 2 évaluations au même moment. Au même moment. Ouais. Au même moment. D'accord. Parce que même pour nous, la gouvernance, enfin moi je pouvais pas, à part avoir le don d'ubiquité, je pouvais pas être à 2 endroits, n'étant pas sur le même site, c'était impossible. Donc parce qu'au départ, c'est ce qui avait été proposé. Et Mais il y a des ensuite, choses, il faut aussi s'affirmer sur l'organisation, hein, parce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est pas possible pour vous, il faut le signaler, hein.
Et ensuite, on a une question pour les patients en UVA, UHR. Comment ont-ils été audités et les familles tuteurs? Ils n'ont pas audité, il y a eu des observations, mais il n'y a pas eu d'audit au niveau de l'UVA. Par contre, on a eu beaucoup de questions, de questionnements sur la contention et la liberté d'aller et venir. Voilà. Avec notre médecin coordonnateur, il se fâche pas souvent, mais là, il a été un petit peu fâché par rapport à parce qu'il y avait une dame qui avait une contention dans l'après-midi, et donc il a argumenté le positionnement de la famille parce que c'était à la demande de la famille. Donc voilà, mais il a vraiment argumenté, et il faut pas aussi hésiter au moment, même si on n'est pas d'accord avec les auditeurs, de le signaler. Et on avait aussi avec Madame Letao, parce qu'on avait préparé nos éléments de preuve, mais on les avait préparés à partir du moment de la préparation de la démarche, donc 2022. Et on avait retrouvé une décision d'un comité éthique de 2017, donc qui faisait encore foi, et qu'on a transmis lors de la visite. Et donc qui a levé en fait l'inquiétude qu'avaient les auditeurs. Pour compléter et pour répondre entièrement à la question sur comment ils vont faire pour évaluer, à mon sens, c'est l'observation, comme disait Mabillon, puis après aussi à travers des questionnaires de satisfaction, parce que les familles sont aussi interrogées, il y a un questionnaire de satisfaction annuel, etc. Je pense que c'est tout ça, à travers des CVS, l'observation en direct, de voir si nos résidents peuvent déambuler comme ils le souhaitent, etc., qui leur permettent de compléter la partie interview résident, même s'il n'est pas en capacité, de voir aussi, alors ce qu'ils ont souhaité voir, et ça c'était plutôt pas mal, c'est voir une animation. Donc au moins, ils voient aussi comment nos professionnels interagissent avec ce public. Donc ça leur permet aussi de se positionner sur le bien-être du résident. Oui, c'est en plus de Sinaé, parce que ils sont, enfin nous, c'était à l'Océane, c'était 2 jours, à Jean-François Souquet 2 jours et Duflo 3 jours. Ils sont 3 jours avec nous, hein. Donc c'est 3 jours non-stop d'évaluation. Donc et donc même quand ils sont pas en entretien, ils sont en observation. Quand ils sont pas en observation, ils sont dans les couloirs aérés. Donc non, c'est non-stop. Donc c'est très très intense. Oui, ouais, c'est demander à goûter les repas également. Merci. Et ensuite, donc on a une question, on a un petit retour d'expérience du centre hospitalier de Dunkerque. Merci Monsieur Gosse. C'est l'organisme évaluateur avait sa propre plateforme et du coup, les documents avaient dû être déposés directement sur leur plateforme. ok. Et alors, vous avez beaucoup de remerciements et de félicitations pour le travail qui a été accompli. Et ensuite, il y a une personne qui demande, vous parliez d'une liste des choses à ne pas dire pour les professionnels. Est-il possible également de la partager? Merci en tout cas, félicitations pour votre travail. Ça, il n'y a pas de souci. Ça sera une liste écrite comme ça, à la main, hein. Après, je pense qu'elle est quand même assez facile à élaborer cette liste parce que nous, on le voit en établissement. C'est vrai que quand on arrive, c'est toujours ah ben d'habitude, on fait pas comme ça. Ou normalement, c'est pas comme ça, mais voilà, c'est tous les petits mots et à chaque fois, ça nous fait sourire. Mais c'est vrai que quand on arrive dans un établissement qui n'a pas l'habitude, où les professionnels n'ont pas l'habitude d'être interrogés, c'est vrai on les perçoit tout de suite, ces petits mots. Des petits mots du quotidien, on va dire, qui sont justement à ne pas dire le jour de l'évaluation. Et ensuite, il y avait ma collègue Noël qui a levé la main. Oui, non, moi je voulais dire merci pour la présentation très complète. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que vous avez parlé des mots-clés que vous avez préparés pour les professionnels, justement, c'est ce qu'on est en train de dire.
Et je trouve que votre intervention, elle est très bien parce qu'elle reprend les mots-clés pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Investissement, valorisation des équipes, communication, entraide. C'est vraiment des choses qu'on ressort, enfin que je ressens en tout cas dans tout ce que vous avez dit et qui sont vraiment les mots que chacun d'entre vous là, qui allez préparer votre évaluation externe doivent avoir en tête parce que franchement, c'est ce qu'on ressent, hein. Nous, quand on accompagne les équipes, elles ont vraiment besoin d'être valorisées. On voit qu'elles savent les choses, elles savent faire, mais elles ne savent pas les mettre en avant. Et donc, communiquer sur ce enfin, les laisser communiquer sur ce qu'elles savent faire et les aider à dire, bah, ça, vous vous en servirez pour répondre à ça, ça, vous vous en servirez pour répondre à ça. Il faut les aider, le vocabulaire, elles ne l'ont pas. Et ouais, c'est vraiment les mots-clés importants que vous devez avoir aujourd'hui, c'est les valoriser, les écouter, les communiquer, leur donner les définitions des mots. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui est ressorti aujourd'hui et c'est, enfin voilà, je trouvais Et ça même super, c'est vraiment bien ressorti. Ouais. Je pense que Noël, tu seras d'accord avec moi, mais c'est même ce qu'on voit en établissement. Par moment, on réalise du coup nos entretiens, etc. Puis c'est soit sur l'heure du midi ou à la fin de journée où il y a des professionnels qui vont nous dire, ah, mais au fait, nous, on avait fait ça. Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant? Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit ce matin? En fait, voilà, Tout à fait. c'est des petites choses et au fur et à mesure, en fait, enfin voilà, c'est un travail quand même de longue haleine, mais je pense que voilà, si on les entraîne, si on entraîne les professionnels dans cette dynamique, je pense que bah, on l'a vu avec vos professionnels qui ont témoigné, je pense que ça les aide grandement pour le jour J. Et voilà, leur donner des documents pour se préparer en fait, parce que Mm. c'est elles savent au quotidien ce qu'elles font. Donc avoir le petit pense-bête, parce qu'effectivement elles vont être en stress, donc avoir le petit pense-bête pour dire ah ben si on me parle de questionnaire de satisfaction, bah, je sais qu'on travaille sur telle action. Si on me parle du médicament, bah, je sais que je peux parler de ça. Enfin oui, comme vous avez fait, et vraiment c'est ça. Et en tant que soignante, moi ce que j'aimerais, sur quoi je veux insister aussi, c'est donner du sens en fait. Pour les soignants, il faut leur donner du sens. Certification, pour eux, c'est de la qualité. Oui, c'est encore la qualité. Mais si on donne du sens à ce qu'elles font au quotidien, eh ben c'est déjà un bon chemin, quelques marches de l'escalier qui sont franchies et ça, c'est aussi important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Noël. En tout cas, merci beaucoup hein, pour cette présentation. Je pense que c'était très complet. On a pas mal de remerciements et bravo pour ce gros travail. Je pense que maintenant, vous pouvez souffler après les évaluations et du coup le passage de l'assertif au niveau du centre hospitalier. Mais un grand bravo aux équipes. Et juste avant de se quitter, une petite japo. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question pour un retour d'expérience d'un SIAD. Alors, c'est pas la première fois qu'on nous le demande. On l'a en tête, on va essayer de voir, enfin de trouver une structure qui pourrait nous réaliser ce retour d'expérience. Alors là, juste en petit save the date, on a le prix qualité qui va se dérouler du coup à Lille Grand Palais le 30 janvier, du coup de 13h30 à 17h. Donc, c'est donc on a la remise des prix qualité. On a pas mal de beaux projets, donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il reste encore de la place. Et ensuite, ce sera un séminaire, on complétera du coup le prix qualité avec un séminaire sur l'intelligence artificielle. Ensuite, donc ça, toutes les infos, vous les avez, hein, tout est sur notre site internet, le lien pour s'inscrire, etc. Ensuite, on a un retour d'expérience d'une maison d'accueil spécialisée de la Fondation Partage et Vie le 28 février de 14h à 15h. Ensuite, on aura un retour d'expérience des EHPAD du centre hospitalier de Hirson, donc le 11 mars de 14h à 15h. Et on est en train de programmer un retour d'expérience d'un IEM, donc je pense courant avril. Et on garde en tête du coup le retour d'expérience d'un SIAD. On va essayer de trouver peut-être une structure qui peut du coup nous réaliser ce retour d'expérience. En tout cas, encore un grand merci à vous, toutes les équipes des EHPAD du centre hospitalier de Boulogne. Un grand merci pour ce partage. Est-ce qu'il y Merci a à des... vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions, une ultime? Ah non, on a des pouces et on a des remerciements. Moi, c'est top. Merci. Bravo Au et revoir. merci. Merci. Ben, merci beaucoup à Merci. tous. Et puis, bel après-midi. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bon après-midi.